Salut à tous. Cet épisode est sponsorisé par personne. Alors du coup, simplement, ce que je vais faire, c'est que je vous rappelle que si vous êtes dans un lieu fermé, il faut absolument porter un masque pour protéger votre prochain. Et qu'un masque, ça se porte ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Une bonne fois pour toutes, un masque, ça se met comme ça. On pince la partie supérieure sur le nez, on accroche les oreilles, ensuite on tire vers le bas, comme ça, voilà. Il faut couvrir bien le nez, la bouche, tout, voilà. Et si jamais vous avez des lunettes, vous pincez bien fort et vous pressez bien les lunettes. Comme ça, vous n'avez pas de buée. Ah, et si vous faites partie de cette mouvance croissante qui pense qu'on s'étouffe quand on porte un masque, sachez que les chirurgiens ne meurent pas d'asphyxie par palette de 50 dès qu'ils rentrent dans un bloc opératoire. Ceci étant dit, aujourd'hui, on va s'interroger sur la nature de la réalité. Alors, il est possible que ça vous colle un peu le vertige, mais pas d'inquiétude, on va faire ça progressivement, par palier. Petite anecdote marrante au sujet de l'origine de cet épisode, des fois que ça intéresse certains d'entre vous de savoir comment naissent ces épisodes. Le fait est que j'étais en train de réfléchir à la suspension consentie de l'incrédulité lorsque ça m'est venu. Alors, la suspension consentie de l'incrédulité, c'est un truc assez basique que je peux résumer ainsi. Chaque film a ses propres règles du jeu, ses propres lois de la nature, qui peuvent ne pas être parfaitement réalistes, mais qu'on accepte. On peut aller voir un film et se dire « Ok, Captain America peut lancer son bouclier, et son bouclier sait qu'il doit revenir tout seul. Oui, les sabres laser, ça peut exister. Et oui, l'école de magiciens, ça existe parce que la magie existe. » Voilà. Mais par contre, un film doit se tenir à ses propres règles du jeu. Si vous allez voir « Il faut sauver le soldat Ryan » et que d'un coup, il y a un soldat qui sort un sabre laser, ça pose problème. Donc, j'étais en train de m'interroger sur la suspension consentie de l'incrédulité lorsque j'ai réalisé qu'absolument tous les films, aussi réalistes soient-ils, nous forcent à prendre cette posture. C'est ce qui fait que si vous regardez, par exemple, un film comme Ocean's 11, vous n'avez pas constamment les personnages qui vont voir Rusty en lui disant « Hey mec, mais tu sais que tu ressembles vachement à Brad Pitt. C'est ouf. Personne t'a jamais dit que tu ressemblais de ouf à Brad Pitt. » Et ça m'a fait penser à Ocean's 12. Alors, je ne vais pas vous spoiler le film, je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu, parce que malgré ce que les gens en pensent, il est très très bien. Et dans ce film, il y a un élément qui répond précisément à cette question-là. Et alors, tout ça pour en venir où? Pour en venir justement à interroger la nature de la réalité réelle, de la réalité véritable. Et pour en arriver là, il va falloir qu'on procède par étapes, donc, ce qui fait qu'on va commencer par une question un peu con. Vous qui regardez cette vidéo sur votre télé, votre tablette, votre téléphone, vous savez que ce que vous voyez est une projection de la réalité que je suis moi-même actuellement en train d'enregistrer. Si je bouge ma main, vous voyez le mouvement de ma main. Mais vous savez que ma main ne bouge pas vraiment sur votre écran. Vous savez que la vidéo, c'est une succession de photos qui défilent très rapidement, au rythme de 25 images par seconde dans mon cas, mais ça peut être 30 images par seconde, ça peut être 60 images par seconde, etc. C'est votre cerveau qui recrée le mouvement de ma main en utilisant deux mécanismes, la persistance rétinienne et la chronostase. La persistance rétinienne, c'est le fait que lorsque la lumière vient frapper les cônes et les bâtonnets qui sont sur votre rétine, on a déjà vu le fonctionnement de l'œil, les liens sont dans la description. Ces cônes et ces bâtonnets envoient une information électrique, un influx nerveux directement à votre cerveau, qui lui ensuite va reconstruire l'image de ce que vous regardez. C'est un mécanisme complexe, mais extrêmement rapide. Or, vos cônes et vos bâtonnets, lorsqu'ils sont activés, ils ont besoin, on va dire ça simplement, ils ont besoin d'un peu de temps pour pouvoir être à nouveau activés, pour pouvoir être réactivés et renvoyer une nouvelle information. Mettons que vos yeux reçoivent une image au temps T0 et qu'il faille attendre le temps T1 pour que vos cônes et vos bâtonnets soient réactivés et renvoient une nouvelle image. Logiquement, vous devriez avoir une photo au temps T0, puis rien, puis une photo au temps T1, puis rien, etc., etc. Donc, en réalité, même vos yeux et votre cerveau, d'une certaine manière, perçoivent la réalité comme une succession rapide de photos. Alors, en réalité, pas tout à fait, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai simplifié, mais pour cet épisode-ci, on va rester là-dessus. La persistance rétinienne, donc, c'est le fait qu'une image semble persister, qu'elle semble rester collée sur votre rétine, le temps que vos cônes et bâtonnets se réactivent pour acquérir une nouvelle image. La persistance rétinienne, c'est l'image qui reste fixée de T0 jusqu'à T1 quand il y a la nouvelle image. Alors, j'ouvre juste une petite parenthèse ici, simplement afin d'éviter de devoir traiter une subtilité en commentaire. Voilà. Pendant que je parle, vous allez regarder, vous allez fixer le point central de l'écran. Comme ça, en même temps, on fait d'une pierre deux coups. Si je voulais être plus précis,
Ce dont on parle ici, c'est de persistance rétinienne positive, parce qu'il existe aussi un autre type de persistance rétinienne qu'on appelle la persistance rétinienne négative. La persistance rétinienne négative, c'est celle que vous avez lorsque vous regardez un spot ou un flash d'un appareil photo. En gros, lorsque vous regardez quelque chose de très lumineux brièvement ou de simplement lumineux mais fixe pendant un peu longtemps, par exemple en fixant là le point central de l'écran, mais l'image autour est fixe, voilà. Lorsque vous regardez ensuite ailleurs ou si vous fermez les yeux, il y a un négatif de ce que vous avez observé qui va sembler apparaître. Si c'est parce que vous avez observé quelque chose de très lumineux, même brièvement, genre le soleil, alors là, le truc, c'est parce qu'en fait, vous avez abîmé vos bâtonnets. Mais quand vous regardez quelque chose de normalement lumineux mais fixe pendant longtemps, là, vous n'abîmez rien du tout, c'est juste votre cerveau qui cherche à compenser. Normalement, là, vous devriez voir quelque chose, alors que l'écran est parfaitement blanc et qu'il n'y a rien à voir. Vous pourrez revenir à cet instant de la vidéo plus tard, quand l'effet se sera estompé, ça dure quelques secondes, pour pouvoir constater qu'il n'y a rien là à l'écran. Le cerveau qui cherche à compenser, c'est un truc auquel on est largement habitué. Je veux dire, si vous regardez par exemple dans un film un humain qui est sous une lumière bleutée ou sous une lumière verte, votre cerveau va faire abstraction de ce bleu ou de ce vert pour que vous voyez l'humain normalement. C'est la fameuse expérience avec les fraises. Voilà, sur la photo, vous avez les fraises qui apparaissent rouges alors qu'en réalité, elles sont parfaitement grises. Et oui, je sais que Dirty Biology a fait récemment des vidéos sur les couleurs. Et oui, elles sont cool. Et oui, il faut aller les voir. Donc, j'en reviens à ce que je disais, deux mécanismes qui font qu'une succession d'images fixes nous apparaît comme un mouvement. La persistance rétinienne, positive donc, et la chronostase. La chronostase, on en a déjà un petit peu parlé dans la vidéo sur les faux souvenirs, le lien est dans la description. L'expérience qui met le plus facilement ce truc-là en évidence, c'est quand d'un coup, vous regardez votre montre-bracelet ou une horloge sur laquelle il y a une trotteuse pour les secondes. Et bien souvent, vous allez constater que vous avez l'impression que la première seconde dure plus longtemps que les autres secondes. L'expérience montre que cette seconde-là peut durer environ 1,3 secondes, alors que les autres secondes durent une seconde. Ce qui se passe, c'est que votre cerveau doit intégrer le temps que vous avez mis à porter votre regard de ce que vous regardiez avant jusqu'au moment où vous regardez votre montre. Et là, il va falloir qu'on prenne 2 secondes pour parler des saccades oculaires. Lorsque vos yeux suivent un mouvement, par exemple, si vous avez votre doigt qui passe dans votre champ de vision et que vous décidez de suivre votre doigt, les mouvements de vos yeux vont être parfaitement fluides. Par contre, si vous n'avez aucun objet à suivre et que vous voulez balayer la pièce de gauche à droite, vos yeux vont faire des petits sauts. Voilà. Et vous aurez beau essayer de m'expliquer que non, vous y arrivez parce que vous êtes un vrai, que vous arrivez, vous louchez, vous floutez, vous faites ce que vous voulez. Non, vous n'y arrivez pas. Éventuellement, vous faites des tout petits sauts au lieu de faire des grands sauts. Voilà. Mais vos yeux sauteront d'un point à un autre. Et ces petits sauts, c'est ce qu'on appelle des saccades oculaires. Votre cerveau ne vous montre pas ce que vos yeux captent pendant ces saccades, pendant que vous passez instantanément de gauche à droite. Notamment, c'est-à-dire que vous ne voyez pas du tout la même chose que si vous preniez une caméra et que vous faisiez un gros panoramique de gauche à droite, parce que votre caméra, elle n'en a rien à secouer des saccades oculaires. En réalité, vos yeux font littéralement des cuts, comme en vidéo. Et comme en vidéo, ça pose des problèmes de continuité. Et oui, parce que autant que votre cerveau n'interprète pas tous ces mouvements des yeux visuellement pour que vous ne soyez pas là en train de gerber H24, ça s'entend. Mais pendant le temps que vous avez mis à bouger vos yeux, vos autres sens, eux, ils ne doivent pas s'interrompre, à commencer par le son. Du coup, pour s'assurer que tout reste synchronisé avec vos autres sens, avec ce que vous entendez, avec ce que vous touchez, tout ça, une solution, ce serait que, quand vos yeux se déplacent, tout devienne tout noir. Mais ce n'est pas la solution que votre cerveau a retenue. Ce que fait votre cerveau et qui est un peu vicelard, et ça vous allez le garder dans un coin de votre tête parce que c'est bon de se rappeler à quel point votre cerveau peut continuellement vous tromper, c'est que lorsque vous portez votre regard donc, en saccade d'un point à un point d'arrivée, mettons que vous ayez mis 200 millisecondes à faire ce mouvement, le cerveau sur le point d'arrivée, il va prendre une photo et il va vous faire croire que vous observiez ce point depuis déjà 200 millisecondes. Chaque fois que vous posez vos yeux quelque part, votre cerveau triche avec votre perception du temps. Et alors attention, parce que votre cerveau qui triche avec votre perception du temps, c'est une chose, mais là, il triche avec un souvenir immédiat. Il modifie à un instant T les 200 à 300 millisecondes que vous venez de vivre, pas les 200 à 300 qui viennent. Et c'est comme ça que vous percevez le mouvement de ma main sur votre écran. C'est une succession de photos, mais votre cerveau vous fait croire, grâce à la persistance de l'image d'avant, et grâce au fait qu'il vous fait croire que l'image d'après, ça fait déjà un certain temps que vous l'observiez, il vous fait croire à un mouvement fluide. Faites ça 25 fois par seconde et vous avez du mouvement. Et si vous regardez maintenant votre propre main bouger, le mécanisme est exactement le même. Bon, ce ne sera pas pile 25 images par seconde comme pour une caméra, mais
Le principe est exactement le même. Votre cerveau enregistre une succession d'images très rapide pour créer une illusion de mouvement. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que votre cerveau perçoit la réalité, mais il la transforme. Ce que votre cerveau vous donne, ce n'est pas la réalité. C'est une projection de la réalité. Cela dit, il faut noter un truc primordial pour cet épisode, et qui est primordial tout court, on va être clair. Ce n'est pas parce que la perception que vous avez d'un mouvement est transformée par votre cerveau que ça signifie que ce mouvement n'est pas réel. Lorsque vous regardez votre main bouger, pas à travers un écran, je parle de votre main en vrai, vous la regardez bouger. Bon, alors ok, ce que vous voyez, c'est une projection de la réalité, mais votre main en vrai, elle bouge réellement, oui? Pour pouvoir s'en assurer, il va falloir continuer à creuser un peu, mais là on va pouvoir déjà noter ce qu'on sait, ça nous servira pour la suite. Notre cerveau produit une impression de réel, mais cette impression ne nous permet pas de conclure si cette réalité existe ou pas. On va rester sur un truc simple, histoire que personne tombe dans les pommes. Donc je continue de bouger ma main sur votre écran. Si on zoome maintenant, mais si on zoome vraiment, qu'est-ce qu'on voit? On voit absolument que dalle parce que c'est trop zoomé. Ça veut dire la main, les doigts, le décor derrière, on distingue absolument plus rien. Exactement. Et du coup, pour pouvoir reprendre notre exemple, mais que ce soit beaucoup plus lisible, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le simplifier, on va le remplacer par un pixel blanc qui se déplace sur un écran noir. Donc on est toujours sur un écran, et juste histoire que ce soit plus lisible sur vos écrans, qui sont certainement de très haute définition, je vais afficher un gros pixel, sinon vous ne verrez rien. Vous n'avez qu'à vous dire que j'ai déjà zoomé un peu. Voilà, donc là on a un pixel qui se déplace sur un écran, youpi. Et comme on a déjà passé le niveau 1, on n'est plus tout à fait des débutants, donc on sait maintenant qu'il n'y a pas vraiment de mouvement, il y a simplement une illusion de mouvement. Le pixel, il ne se déplace pas vraiment, c'est une succession rapide de photos, et sur chaque cliché, le pixel, il change un tout petit peu de place. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de ralentir le film, et là, quand on tombe à moins de 20 images par seconde, le cerveau, il ne ressent pas le besoin de transformer notre perception, il considère que les poses du pixel sont réelles, et voilà, on voit bien la supercherie. Et là, vous allez être tenté de me dire, attends Bruce, tu te fous un peu de notre gueule là, parce que cet exemple, c'est exactement le même exemple qu'avant. Il est juste plus simple. Donc tu es juste en train de gratter du temps en fait. Moi aussi, j'avais cette arrogance en passant de niveau 1, c'est normal, pas d'inquiétude. Regardez d'un peu plus près, jeunes insolents, et focalisez votre attention sur le déplacement du pixel entre 2 points seulement. On va faire des allers-retours. Vous allez me dire, ok, on voit que le pixel, il bouge d'un pixel, et que tu nous passes ça en boucle. Et alors? Et alors? Et alors, c'est pas le même pixel. Alors vous allez voir, ce truc-là est tellement évident que vous allez avoir du mal à comprendre simplement pourquoi j'insiste là-dessus. Mais faites-moi confiance, laissez-vous porter quelques instants, vous allez voir. Et rappelez-vous que là, on n'en est qu'au niveau 2. Mettons que vous ayez une relation un peu spéciale avec votre télé et que vous ayez développé une relation d'amitié certes unilatérale avec chacun des pixels de votre écran. Alors, il faut vraiment avoir rien d'autre à foutre, on est d'accord, mais je ne juge pas. Par exemple, le 63e pixel de la 102e colonne, c'est Hector. Hector, vous l'aimez bien parce qu'il fait son taf et tout. Mais bon, on n'avait pas de grande passion pour lui en vrai, mais il est sympa, voilà. Donc ça, c'est Hector. Tandis que Anatoly, la 63e pixel de la 103e colonne, juste à droite d'Hector. Anatoly, elle est vraiment sympa, d'accord? Elle est toujours de bonne humeur, elle laisse jamais une situation s'envenimer entre 2 autres pixels quand elle peut aider, elle aide. Et oui, Anatoly, c'est un vrai prénom. Alors je suis d'accord, on ne rencontre pas des Anatoly tous les jours, mais d'un autre côté, un écran HD, il y a des millions de pixels, donc voilà, tous les pixels ne vont pas s'appeler Jean-Paul et Isabelle, quoi. Et avant que vous ne me regardiez de travers en me demandant qu'est-ce que c'est que cet exemple débile du gars qui est pote avec les pixels de sa télé, patientez encore quelques instants et revenons sur notre exemple. On a donc notre pixel qui va et vient sur l'écran. Mais maintenant que nous connaissons un peu mieux nos pixels, on sait qu'en réalité, il n'y a rien qui bouge là. Le pixel, il semble se déplacer, ok, il semble se déplacer de Hector vers Anatoly, mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que Hector s'allume, puis il s'éteint alors que Anatoly s'allume, et inversement. Et derrière son écran, là, il dit quoi? Il est où le mouvement? En réalité, ça devrait même aller plus loin que ça, parce qu'en réalité, Hector et Anatoly ne sont pas juste 2 pixels. Ce sont 6 sous-pixels, parce que chaque pixel est composé de 3 sous-pixels, 3 petits bâtonnets, rouge, vert et bleu. Donc en réalité, Hector, c'est Alphonse, Jean-Eudes et Aristophane, tandis qu'Anatoly, c'est Georgette, Berthe et Kevin. Parce que non, les pixels ne sont pas binaires, même si c'est un autre sujet. Du coup, notre pixel blanc qui se déplace, en fait, c'est Alphonse, Jean-Eudes et Aristophane qui s'allument en même temps et qui s'éteignent en même temps lorsque Georgette, Berthe et Kevin s'allument. Et inversement, vous vous demandez sans doute ce que ça change.
Figurez-vous que ça change absolument tout. Oui, parce que si au lieu de suivre un pixel blanc, vous suivez un pixel jaune, sachant que votre œil n'a normalement pas de cône pour capter le jaune. Il y a des cônes pour capter le rouge, le vert et le bleu. Je dirais, c'est pas un hasard hein, si les écrans de télé ont des pixels qui sont constitués de rouge, de vert et de bleu. Et ça, j'en ai déjà parlé. J'en ai même parlé en anglais, le lien dans la description. Le jaune, c'est du rouge et du vert. Donc si on reprend le mouvement, votre pixel jaune qui se déplace, en réalité, c'est Alphonse et Jean-Eudes qui s'allument, puis qui s'éteignent lorsque Georgette et Berthe s'allument, et inversement. Mais Aristophane et Kevin, eux, ils restent éteints. Et je ne parle même pas du cas où le pixel est rose. Et oui, voilà, Léo, Dirty Biology, lui, il en a parlé de la couleur rose, un épisode très bien mieux d'ailleurs que l'épisode que moi-même j'avais fait il y a plus de 6 ans déjà sur la couleur rose, le lien dans la description, tout ça. Et si on intégrait en plus du flou de mouvement, hein, c'est un truc qui n'existe pas dans la réalité, mais qui existe sur les écrans pour créer un sentiment de fluidité, alors là, ce serait encore pire, parce que ce qui se passe, c'est que nos éléments, ils s'allumeraient partiellement. Ce serait complètement... Là, pour le coup, ce serait plus du tout binaire. Bon, on vous a demandé de vous laisser porter quelques instants, vous avez été bien aimable pour le faire. Alors du coup, eh ben, c'était pour quoi faire. Non seulement le mouvement sur un écran n'existe pas, ça on l'a vu, c'est le niveau 1, ce n'est qu'une illusion de mouvement, mais en plus, si vous suivez le mouvement d'une main sur un écran, même la main d'une image à l'autre, c'est plus la même main. Ce ne sont pas les mêmes pixels. Normalement, là, vous êtes derrière votre écran avec un air à moitié dubitatif et à moitié apathique en train de vous dire que ce que je viens de raconter est absolument évident. Et oui, je suis d'accord. J'avais prévenu que ce serait évident. Mais il n'empêche que, évident ou pas, nous sommes maintenant au niveau 2. D'ailleurs, le niveau 2 ne s'arrête absolument pas sur un écran. Hein. Si vous regardez, par exemple, si vous suivez une vague sur la surface de l'eau à la plage, vous avez bien votre vague qui se déplace vers le bord de l'eau, vers la plage, quoi. Mais les gouttes qui composent cette vague, elles se déplacent uniquement de haut en bas pour le mouvement de la vague, mais les gouttes n'avancent pas avec la vague. Ce qu'on peut également représenter sur un écran ainsi. Et avant que vous ne vous disiez que le niveau 2, finalement, c'était un peu décevant, dites-vous bien que c'est un niveau dont on a besoin pour la suite. Et donc, si on devait résumer où on en est en une phrase. Lorsque je bouge ma main, en vrai, voilà, si je regarde ma main bouger, j'ai aucune raison de douter du fait que ma main est réellement en train de bouger. Voilà. Je comprends que ce que moi j'en vois, ce que je perçois avec mes yeux, mon cerveau va l'altérer. Voilà, j'ai une altération de cette réalité, c'est une projection de la réalité. Ça, c'est le niveau 1. Je comprends également que si je regarde à travers un écran, ce que je vois, c'est une illusion de cette projection de réalité, parce qu'en réalité, d'une image à l'autre, c'est même pas ma main qui se déplace, ce sont des pixels qui s'allument et qui s'éteignent. Donc ça, c'est le niveau 2. Si jusque-là c'est clair, et seulement si c'est clair, eh bien, on est prêt à rentrer dans le dur. Avant d'arriver au niveau 3, il va falloir qu'on passe par une petite étape intermédiaire. Il va falloir se convaincre que ce qu'on a vu pour la vision uniquement, ça concerne tous les autres sens humains. La réalité du mouvement avec la vue, c'est exactement la même chose que la réalité du contact avec le toucher, du son avec l'ouïe, etc. Prenons l'ouïe par exemple, dont on a déjà parlé, hein, le lien est dans la description. Lorsqu'un son émis arrive jusqu'à nos oreilles, il y a tout un processus de machins qui se mettent à vibrer jusqu'à arriver à un moment donné à notre membrane basilaire et qui, elle, selon les segments qui vibrent, notre cerveau va interpréter ça comme une fréquence ou une composition de fréquences et va interpréter un son. Le cerveau fabrique une projection de la réalité, ça c'est le niveau 1, ok. On pourrait même pousser le vice un peu plus loin en ce qui concerne l'ouïe, parce que ok, donc votre cerveau crée une projection de la réalité, mais en réalité, le son, il est où? C'est-à-dire, quand il y a un son qui est émis, il y a de l'air qui vibre. Donc, ok, personne ne remet en cause cette vibration de l'air. Mais le son lui-même, le son, il est où? Parce que voilà, si je bouge ma main comme ça, je déplace de l'air. Donc, ce mouvement-là crée du son. C'est juste du son qui n'est pas audible par mon oreille. Donc, est-ce que je peux dire, là, je fais du son? Ok, le son n'est pas aussi tangible que ma main. D'accord, mais ça ne s'arrête pas là. Si vous jouez un La au piano, et que vous jouez exactement la même note, le même La à la guitare, c'est la même note, mais enfin, il y a une différence notable quand même. D'ailleurs, j'ai un épisode là-dessus dans les tuyaux, qui n'est pas prêt du tout, hein, je veux dire, c'est pas une annonce ni rien, c'est juste pour dire que je suis en train de bosser sur ce sujet par ailleurs. Eh ben, la différence vient du fait qu'un son, même un simple son, même une simple note de musique, en réalité, c'est quelque chose de complexe. Mais une note de musique, on sait la refabriquer. On sait produire des ondes sinusoïdales, on sait ajouter des harmoniques, on sait moduler les volumes pour simuler l'attaque d'un piano, etc. Donc on sait complètement resynthétiser le son d'un piano. C'est le principe du synthétiseur. Et là, je parle de synthétiseur, mais on sait également technologiquement
enregistrer un son et le reproduire. Et donc, quand on fait une copie du son, quelle est la réalité de ce son? Et si la copie qu'on fait est numérique et non pas analogique, eh bien, pardon, mais on supprime quand même un paquet d'informations de ce son et on arrondit un paquet de ce qu'on ne supprime pas. Mais si ce qu'on garde reste dans ce qui est audible pour l'humain et ce qu'on vire est en dehors, eh ben, c'est exactement comme les pixels sur un écran de télé. C'est-à-dire qu'avec les pixels aussi, on simplifie énormément, mais avec une résolution telle que l'œil ne peut pas voir la différence. Et pour les autres sens, eh ben, c'est pareil. Le toucher, par exemple. Bon, ça, il y a déjà plein de vidéos qui en ont parlé, donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais vous ne touchez jamais rien, en réalité. Hein, quand vous touchez quelque chose, il n'y a pas de contact physique au sens où, géographiquement, vous n'êtes pas au même endroit, si on zoome suffisamment. C'est-à-dire que là, si vous êtes assis sur une chaise, par exemple, en réalité, ce qui se passe, c'est que les électrons des atomes qui vous composent, enfin qui composent votre huc, créent une répulsion électromagnétique avec les électrons des atomes de la surface de la chaise. Et c'est cette répulsion électromagnétique-là que votre cerveau interprète comme une pression de contact. Tout ça pour dire que la perception que vous avez de la réalité, par quelque sens que ce soit, est une fraude. Votre cerveau vous banane à tous les niveaux, H24. C'est pour ça qu'on est capable de créer des illusions d'optique, des illusions auditives, des illusions de toucher, de goût, etc. Ouais, allez, parlons 2 secondes d'illusions de goût parce qu'il y a des trucs un peu marrants. Par exemple, si on prend le fruit du Syncephalum dulcificum, qu'on appelle aussi le fruit miraculeux ou le fruit miracle, c'est un fruit qui a une propriété particulière parce que ce qui se passe, c'est qu'il a pour effet de supprimer temporairement, mais totalement chez vous, la sensation d'amertume et d'acidité pendant 30 à 60 minutes. C'est-à-dire vous bouffez ce fruit-là, et ben après, pendant une demi-heure, vous pouvez bouffer du citron, boire du vinaigre, pas de problème, tout ça aura le goût de sucré. Et comment il fait ça? Et ben quand vous bouffez de ce fruit, ça peut bien recouvrir vos papilles d'une glycoprotéine qui s'appelle miraculine et qui va en fait endormir absolument toutes vos papilles, sauf celles qui sont responsables de la sensation de sucré, ce qui fait que vous pouvez bouffer ce que vous voulez derrière, il y aura uniquement une composante sucrée. Même genre, mais un peu différent, lorsque vous prenez du menthol, eh ben, ça va activer dans votre bouche et dans votre gorge des thermocepteurs, donc des récepteurs qui sont sensibles à la chaleur, en l'occurrence au froid. C'est pour ça que quand vous prenez du menthol, vous avez une sensation de froid. Le menthol n'est pas froid. Bref, à ce stade, il faut que vous soyez convaincu d'une chose. La perception que vous avez de la réalité est fausse. C'est une création de votre cerveau. Mais, dans le même temps, ça ne permet absolument pas de démontrer si la réalité qu'on perçoit existe ou pas en dehors de notre perception. Ok, alors maintenant, on y va. Bon, déjà on le sait, alors on ne va pas revenir là-dessus, la matière est composée à 99,9999% de vide. Alors, il y en a pour qui ça suffit à expliquer que la réalité n'existe pas. Mais ce n'est pas mon cas, parce que si les 0,0001% suffisent à justifier l'existence de la matière, eh ben, ça devrait suffire à justifier l'existence de la réalité. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. En revanche, il y a une question qu'on peut se poser. Donc, la matière est composée de particules, d'électrons, de photons, tout ça. Voilà. Donc, question simple. Un électron est-il identifiable? On a envie de dire oui, hein, c'est assez évident. On dit oui, bien sûr qu'on peut identifier un électron par sa masse, sa charge, son spin, etc. Voilà, on a des capteurs qui font que quand il y a une particule qui passe, on est capable de dire tiens, ça, voilà, cette particule qui est passée, c'était un électron. Sauf que ce n'est pas la question que je pose. Donc mettons que je sois encore plus cinglé que le gars qui était pote avec tous les pixels de sa télé et que je décide d'être pote avec tous les électrons de tous les atomes de l'ongle de mon index gauche. Fait déjà beaucoup trop pour être simplement réaliste, mais ok. Mettons, voilà, j'ai identifié sur un atome de carbone de l'ongle de mon index gauche, j'ai repéré un électron très sympa que j'ai appelé Edmond, hein, Edmond l'électron. On va mettre de côté tous les problèmes posés par la mécanique quantique en ce qui concerne l'observation d'un électron, hein, pour simplement dire, voilà, j'ai identifié Edmond l'électron. Là, on va avoir plusieurs problèmes. Déjà, un premier problème qui va se poser, c'est que Edmond l'électron, là, à un moment donné, il est sur un atome de carbone, mais l'instant d'après, il peut très bien être sur l'atome de carbone d'à côté, hein, parce que les échanges d'électrons entre atomes, c'est continuel. D'ailleurs, un instant d'après, il peut même être échangé avec un électron d'un atome d'oxygène dans l'air, et puis ça y est, il ne fait plus partie de moi, maintenant il est dans l'air. Et une heure après, eh ben, Edmond l'électron, il peut bien être sur un atome de l'aile d'une mouche à 20 bornes de là. Tous les atomes qui nous constituent sont continuellement changés, ça c'est un fait, on va pas revenir là-dessus. Et le fait de parler de ça, ça fait juste nous ramener à cette histoire du bateau de Thésée.
Et il y a déjà plein de vidéos qui parlent de ça. J'en ai même moi-même fait une il y a quelques années qui s'appelait « Qui êtes-vous » Voilà. Mais je mets aussi les autres dans la description. Non, moi ce qui m'intéresse là, c'est Edmond. Edmond l'électron. C'est lui, c'est mon pote, quoi, d'accord? Et tant mieux pour lui s'il vit sa best vie d'électron. Ce qu'il y a, c'est que moi, je ne veux pas le perdre de vue. La question est, est-ce que c'est possible? Si, par un procédé incroyable, j'arrivais à coller Edmond à côté de 4 autres électrons sur une file d'identification, un truc à la Usual Suspects. Voilà. Est-ce que je serais capable d'identifier lequel est Edmond? La question est valide, puisqu'a priori, on a vu qu'une particule est déterminée par un certain nombre de caractéristiques et rien d'autre. Je veux dire, moi, à la base, j'avais prévu d'écrire dans l'épisode, voilà, mettons qu'on a un tout petit pinceau microscopique avec une toute petite peinture blanche et que moi, je prends Edmond l'électron et je lui mets une toute petite marque blanche dessus. Mais je ne l'ai pas mis, parce que c'est pas possible. Vous vous rappelez, il y a quelques instants, j'ai dit qu'on allait mettre de côté les problèmes que posait la mécanique quantique. Ouais, ben, le truc, c'est qu'on ne peut pas faire ça. Et on ne peut pas faire ça parce qu'on ne peut pas faire ça, quoi. Vouloir mettre ces contraintes de côté, c'est exactement la même chose que vouloir faire une course de 100 mètres avec un pote en lui disant « Tu sais quoi, on va faire cette course » en considérant toi et moi que le temps n'existe pas. T'es prêt? Go! Edmond n'est pas identifiable. On peut identifier une particule, on peut identifier que c'est un électron, mais on ne peut pas suivre cet électron dans son histoire d'électrons. Imaginons qu'on vise dans un univers dans lequel il y a un Dieu. Et venez pas m'expliquer que Dieu n'existe pas ou je sais pas quoi, c'est pas du tout le débat, c'est mon hypothèse, d'accord? Moi, je fais ce que je veux, voilà. Donc mon hypothèse, c'est qu'on vit dans un univers où il y a un Dieu qui a un hobby un peu spécial. Son truc à lui, c'est qu'à chaque instant, il prend des électrons et il les échange avec d'autres électrons. Il va prendre un électron du Soleil et le mettre dans votre main, et puis l'inverse, voilà. Mais attention, il fait ça bien. C'est-à-dire qu'il prend des électrons qui ont le même spin. Ce qui fait que si vous observez l'électron, vous ne voyez pas de différence. Donc, je suis d'accord qu'il n'y a aucune espèce de raison de penser qu'on vit dans cet univers-là. Oui. Mais est-ce qu'il existe une façon de prouver que ce n'est pas le cas? Non, il est impossible de démontrer que l'univers ne fonctionne pas ainsi. L'univers pourrait très bien fonctionner ainsi. Il n'y a aucune expérience qui permettrait de dire qu'un électron a été remplacé par un électron identique. Pour une simple raison, qui est que deux électrons qui ont les mêmes caractéristiques sont absolument indistincts. Si, pour reprendre l'exemple de la télé, si vous avez un écran de télé, mais par contre qui est d'une taille infinie ou au moins quasi infinie, c'est-à-dire que quand vous observez un pixel, vous êtes incapable de connaître ses coordonnées. Vous ne savez pas s'il est à la 102e colonne, la 103e colonne, vous ne savez pas. Voilà. Qu'est-ce qui vous permet de distinguer un pixel d'un autre? Vous le sentez venir le niveau 4 là ou pas encore? Avant d'arriver au niveau 4, toutefois, résumons s'il vous plaît le niveau 3 en une phrase. Alors, pour le niveau 3, deux particules de même nature, aux mêmes caractéristiques, sont indifférenciables. Point. Donc deux atomes d'hydrogène qui ont les mêmes caractéristiques sont indifférenciables. Deux atomes même plus complexes, ils ont les mêmes caractéristiques, sont indifférenciables. Deux molécules de dioxyde de carbone sont indifférenciables. Même deux molécules d'ADN, pour peu que l'organisation soit la même, sont indifférenciables. Et qu'est-ce que ça raconte sur la réalité? Projetons-nous un petit peu dans le turfu et imaginons que justement maintenant on vit dans un futur dans lequel on n'a plus, comme tous ces ploucs du 21e siècle, des bêtes écrans de télé 2D, mais des écrans 3D. Et attention, je parle de vrais écrans 3D. Je ne parle pas d'écrans 2D sur lesquels on peut voir de la 3D avec des lunettes et tout. Non, non, je parle d'écrans volumétriques. C'est-à-dire qu'on n'a plus des écrans qui sont composés de pixels, donc de picture elements, mais ces pixels sont en fait des tout petits cubes, des volume elements ou voxels. Oui, comme dans Minecraft. Sur ce cube, si vous voyez un film de moi en train de bouger ma main, bah, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant reste vrai. La persistance rétinienne, la chronostase, tout ça, vous avez bien l'illusion de mouvement de ma main. Tout ça reste vrai. Et là, vous allez me dire, si ça change rien, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'on a maintenant une expérience qui est en 3 dimensions et que le fait qu'elle est en 3 dimensions fait qu'elle est beaucoup plus proche de la réalité qu'on perçoit. Notamment, si la résolution de cet écran volumétrique est grande, mais genre vraiment très très grande. En gros, si un voxel fait la taille d'une particule. On est sur de la très très haute résolution là. Si un voxel fait pile la taille d'un électron, alors à chaque instant, on pourra voir où est l'électron. L'électron qu'on observe, hein, sinon sa position est incertaine. Rappelez-vous, Heisenberg, tout ça. On en a parlé, hein, les liens sont dans la description. Mais d'une image à l'autre, et vu qu'on a déjà passé le niveau 3, on saura que l'électron qui a bougé, en fait, c'est plus le même électron. C'était juste le voxel qui était allumé, qu'on prenait pour un électron, voilà, il s'est éteint et le voxel d'à côté qui s'est allumé,
c'est le nouvel électron. Tout ceci reste une projection, hein, je le rappelle. Vous n'observez pas la réalité, vous observez un écran qui rend compte du mieux possible la réalité. Imaginez de plus que votre télé 3D rende un son spatialisé impeccablement. Voilà, nous sommes dans le niveau 4. En somme, le niveau 4, c'est une évolution naturelle de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est juste plus complexe. C'est-à-dire qu'on sait que ce qu'on observe est une projection de la réalité, mais en pratique, elle est absolument indistincte de la réalité qu'on expérimente tous les jours. La seule différence, c'est qu'on sait que cette réalité-là est infondée. Mais encore une fois, ça ne permet absolument pas de conclure si la réalité véritable qu'on expérimente tous les jours existe ou pas. On va parler brièvement et très simplement, de la théorie quantique des champs, qu'on appelle aussi parfois la théorie des champs, mais comme il existe en relativité générale un truc qui s'appelle la théorie des champs, je vais dire théorie quantique des champs à chaque fois. Donc si vous vous demandiez quel pouvait bien être le rapport entre ce sujet et la chaîne Y-Pensée, bah là c'est bon, vous l'avez. Voilà. Mais normalement, si vous vous posiez cette question, ça fait 10 minutes que vous vous êtes barré. La théorie quantique des champs, qu'est-ce que ça raconte en essayant à la fois d'être simple, de ne pas trop rentrer dans le détail, mais sans dire de conneries, ce qui n'est pas une mince affaire. La théorie quantique des champs, comme son nom ne l'indique pas, ce n'est pas juste une théorie, c'est plus un cadre théorique qui va tenter d'unifier d'une part la théorie des champs et d'autre part la mécanique quantique. L'idée est la suivante. Vous savez comment on galère depuis qu'on parle de mécanique quantique avec cette idée que voilà, une particule, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une petite bille? Est-ce que c'est une onde? Est-ce que c'est aucun des deux? Est-ce que c'est les deux? Et au final, la solution un peu bâtarde qu'on a trouvée, c'était de dire que c'est un truc, on ne sait pas trop ce que c'est parce que ça n'existe pas à notre échelle, mais qu'en gros, des fois, ça se comporte comme des billes et des fois comme des ondes. La théorie quantique des champs va chercher à modéliser ce qu'est une particule d'une autre façon. Et pour info, je veux dire, tout ça, ça repose sur des gars comme Pauli, Dirac ou Feynman. Donc on n'est pas sur des petits joueurs dans son garage là. Hein. L'idée est que de la même manière qu'autour d'une masse, il existe un champ gravitationnel et qu'autour d'un aimant, il existe un champ électromagnétique, et bien dans tout l'univers, il existe des champs voilà, qui traversent l'univers, mais qui, eux, sont liés à des types de particules. Selon ce modèle, il existe un champ photonique pour les photons, un champ électronique pour les électrons, enfin bref, il existe des champs quantiques pour chaque type de particules. Voilà. Et le rapport avec tout ce dont on est en train de parler depuis le début de cet épisode, eh ben, on y arrive. D'après ce modèle, un électron, en fait, c'est ni une bille, ni je sais pas quoi, en fait, c'est une excitation dans un champ quantique. C'est une perturbation dans un champ. Et alors attention, parce qu'on a souvent tendance à imaginer des perturbations, des propagations, des impulsions de champ comme l'eau à la surface, enfin comme des impulsions à la surface de l'eau. On parle bien de champs qui sont dans l'espace-temps, hein, qui sont en 4 dimensions au moins. Ainsi, un photon ne serait en quelque sorte que une excitation, une perturbation du champ photonique. Perturbation qui se propagerait au sein du champ photonique dans l'espace-temps. Et cette impulsion, pour le coup, ne se propage pas du tout comme les ondes à la surface de l'eau. Hein. Je dirais, elle ne se propage pas dans toutes les directions, comme ça, voilà. Et surtout, ce qui se passe, c'est que si cette impulsion se déplace, exactement pour le coup comme les vagues à la surface de l'eau, c'est pas parce que l'impulsion se déplace que ça veut dire qu'il y a un vrai déplacement dans le champ. C'est l'impulsion qui se déplace dans le champ. Il n'y a rien dans le champ qui se déplace. Et là, vous allez me dire, bah attends, gars, les particules qui ont de la masse, elles doivent bien réellement se déplacer puisqu'on est capable de mesurer le déplacement de cette masse. Ce à quoi je vous répondrai que d'une part, on aura l'occasion d'en parler en détail si la chaîne existe toujours quand il s'agira de parler du boson de Higgs, et que d'autre part, là pour le coup, on l'a déjà vu, la notion de masse est équivalente à la notion d'énergie et que donc parler de machin tangible au cœur de ce qu'on est en train de parler, à minima, c'est une façon très très floue de présenter la chose. Et voilà ce qu'est notre niveau 5. La matière elle-même, tout ce qui la compose, n'est en fait qu'un ensemble certes complexe de perturbations dans des champs quantiques qui se superposent les uns aux autres, comme les pixels d'un écran de télé. Ce qui signifie que la réalité telle qu'on l'entend n'existe pas. Sauf que... De la même manière que pour que vous ayez une image sur votre écran de télé, il faut bien que les pixels de votre écran existent, et bien là, il faut bien que les champs existent. Mais il y a plus. Pour qu'une image se forme sur un écran de télévision, je veux dire, il faut bien qu'à un moment donné, une information circule. Il faut qu'il y ait quelque chose qui aille dire à chaque pixel, toi tu t'allumes, toi tu t'éteins. Ainsi donc, qu'est-ce qui provoque ces perturbations dans les champs quantiques, hein? Qu'est-ce qui les organise? Oui, qu'est-ce qui les organise? Parce que si à un moment donné, moi je décide que voilà, je vais me lever, je vais partir à gauche comme ça, bah, toutes les particules qui composent les atomes de mon corps
vont se propager dans les champs quantiques sur lesquels ils sont, mais ils ne vont pas se propager de façon aléatoire, ni de façon omnidirectionnelle comme les ondes à la surface de l'eau, par exemple. Ils vont bien suivre, c'est ma conscience, ma volonté qui va organiser, en partie, ces déplacements. Et donc, le résumé du niveau 6, si vraiment il faut qu'on en fasse un, la réalité telle qu'on l'entend n'existe pas. Cependant, nous pouvons l'apercevoir, nous pouvons interagir avec elle et, au moins en partie, la modifier. Et puisque nous sommes nous-mêmes constitués de cette matière, ça signifie que nous n'existons pas non plus réellement. Prenez le temps d'y penser. Juste un tout petit point pour clôturer cet épisode, d'abord parce que ça fait quelques temps déjà, voilà, donc je voulais déjà vous remercier toutes et tous de me suivre. Pour certaines et certains d'entre vous depuis très longtemps, voire depuis même le début de cette chaîne. Un petit coucou à ceux qui me découvrent sur ma chaîne YouTube grâce à TikTok. Parce que oui, maintenant j'ai un compte TikTok. Les gens venaient sur TikTok, on est trop bien sur TikTok. Sauf si vous êtes con. Si vous êtes con, n'allez pas sur TikTok. Allez sur Twitter. Twitter, c'est on a l'habitude, mais sur TikTok, on est bien. Voilà. Je ne vais pas vous mettre le lien de mon compte TikTok. Vous êtes grand, voilà. Le compte s'appelle Y Penser, vous arriverez à le trouver, c'est pas très compliqué. Pensez bien à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager, c'est hyper important, à laisser des commentaires si vous avez des choses à demander ou à exprimer, ou des choses avec lesquelles vous êtes en désaccord. Répondez aux gens dans les commentaires, tout ça. Je sais que tout le monde le dit, je sais que c'est gonflant, mais c'est hyper important de le faire. Déjà, voilà, bon. En théorie même, il aurait fallu que je le fasse au début de la vidéo ou alors au milieu de la vidéo, mais pas trop loin, pour toucher un maximum de gens. Tout ça. Mais bon, je suis comme vous, moi aussi, ça me gonfle. Voilà. Un truc important aussi, dans la vidéo, j'emploie assez indifféremment les termes de réel, de vrai, d'exister, d'être. Voilà. C'est un peu faux, mais on est d'accord, c'est du langage parlé. Il n'y a pas besoin de s'exciter sur le sujet. Je sais que les philosophes sont hyper chatouilleux là-dessus. En même temps, c'est un peu logique, c'est le cœur de leur activité. Il devrait normalement y avoir encore au moins 1 ou 2 épisodes d'ici la rentrée. Alors, je sais que c'est un peu chaotique ces derniers temps, voilà, je suis désolé, j'aurai l'occasion d'en parler parce qu'il se passe des trucs, voilà, mais justement, j'en parlerai à la rentrée. Ah, et dernier truc aussi, parce que je me suis rendu compte, là, il y a quelques jours, je me suis rendu compte que j'avais encore des abonnés sur mon compte Twitch. Donc, des gens qui payent tous les mois. Voilà. Alors, bon, déjà, merci de m'avoir soutenu aussi longtemps. Maintenant, je pense qu'il y a un problème, enfin, c'est pas un problème, c'est une feature, comme ils disent, chez Twitch, c'est que quand vous vous abonnez à un compte, il renouvelle automatiquement les abonnements. Donc voilà, c'est-à-dire que moi, a priori, sauf peut-être exceptionnellement une fois ou deux, je ne sais pas, normalement, je ne vais plus streamer sur Twitch pour plein de raisons perso, peu importe. Voilà, donc il n'y a aucune raison de rester abonné à mon compte Twitch. Et d'ailleurs, par ailleurs, si vous êtes abonné à d'autres comptes Twitch, ayez en tête que le renouvellement est automatique. Voilà, donc les chaînes que vous avez vraiment envie de soutenir tous les mois, tout ça, tac, tac, vous ne posez pas la question, sinon vous vous abonnez, puis vous allez dans vos abonnements et vous décochez la case renouveler automatiquement. Voilà. Mais si toutefois vous avez envie de soutenir des gens sur Twitch, allez soutenir les frères Poulain par exemple, voilà, qui sont top. Vous pouvez aller vous abonner à leur compte Twitch en casquant. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi simplement les follow sur Twitch, c'est gratuit, vous activez la cloche. Exactement comme sur YouTube, vous pouvez aussi les suivre sur YouTube et activer la cloche, c'est exactement la même chose. Voilà, cette fois-ci, c'est vraiment tout pour moi. Si vous êtes en vacances, profitez bien de vos vacances. Surtout, portez bien un masque pour protéger les gens autour de vous. Également, portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt.